tous les logiciels qu'on utilise, absolument tous, sont des gruyères à des degrés divers. Directive transposition, qui va être compliquée en France puisqu'on n'a plus de Parlement en ce moment, ou qu'il y avait un tel écart entre les États membres qu'à un moment il fallait cette uniformisation. De temps en temps, je tombe de ma chaise quand j'entends l'énormité de la bêtise de ce que font certains cabinets de conseil. Ça n'est pas tous, ne jetons pas l'opprobre sur une profession avec qui je travaille, parfois. Enfin, il y a quand même de temps en temps, il faudrait qu'ils se retiennent. Les juristes détestent la technique, les gens qui sont RSSI disent « Ah mais ça c'est du droit, c'est pas moi ». Donc en fait, il y a une sorte de... Tout le monde se refile la patate chaude. Il y a une réelle différence parce qu'on va passer, on va prendre l'exemple de la France, de 300 à 500 entités NIS 1 à 10 à 30 000 entités NIS 2, plus tous les prestataires, ce qui représente un véritable bouleversement dans l'écosystème. Marc-Antoine Ledieu, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur notre nouvelle émission L'angle d'attaque de Risk Intel Media, où nous donnons la parole aux experts et décideurs de la tech et de la cybersécurité. Marc-Antoine Ledieu, vous êtes avocat, mais également RSSI. Pouvez-vous vous présenter pour notre public? Merci d'abord Yasmine de votre accueil. Moi je suis avocat très traditionnel. J'ai plaidé les 5 premières années de ma vie professionnelle dans des tas de matières. Et par une opportunité, comme ça arrive parfois dans la vie, j'ai découvert l'univers du logiciel, en fait, très tôt. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet qui était très spécialisé dans le droit de l'Internet au moment de la grande explosion de l'Internet. On est dans les années 97, 98, jusqu'à l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Et la matière me plaisait suffisamment pour que je continue dans ce domaine-là. Après, j'ai un peu élargi la palette de mes compétences juridiques. Je suis allé voir le droit des bases de données, le droit des réseaux. Je suis rentré dans des considérations techniques. Et puis, en fait, en 2013, la France a adopté une loi de programmation militaire avec des aspects cyber tout à fait nouveaux. Vraiment, c'était un texte tout à fait novateur et j'ai voulu comprendre pourquoi, comment ça marchait, pourquoi, qui étaient les entreprises concernées, principalement quelques administrations. Et donc, j'ai beaucoup travaillé cet aspect des choses et ensuite, on a eu la grande série des cyberattaques de 2017. On a eu NotPetya, WannaCry d'abord et NotPetya. Et fin 2017, on a vu arriver dans les contrats business, puisque moi, maintenant, je ne plaide pratiquement plus. Donc je rédige des contrats avec un gros focus sur la partie cybersécurité. Et en 2017, on a vu arriver les premières annexes rédigées par les banques pour essayer d'imposer des règles de sécurité à leurs prestataires et à l'ensemble de leurs partenaires qui se branchaient sur leur système d'information. Et puis 2017, c'est l'arrivée presque concomitante du RGPD où on a eu 5 lignes sur la sécurité obligatoire des systèmes d'information, l'article 32. Et puis ensuite, on a vu surtout arriver fin 2022 la directive NIS dite V2 et le règlement DORA sur la cybersécurité des entités financières. De là-dessus est arrivé à l'été 2023, c'était le 1er août de mémoire, la loi de programmation militaire, la nouvelle, celle de 2024 à 2029, où il y avait un chapitre tout à fait particulier sur la cyber, avec des pouvoirs augmentés donnés au profit de l'ANSSI. Et en travaillant les aspects techniques, donc moi je rédige des contrats assez techniques, uniquement en B2B, je travaille que pour des professionnels, mais il a fallu que je comprenne la technique, donc je suis rentré dans un certain nombre de concepts, la cryptographie, les réseaux, la compilation des logiciels. Voyant le développement stratosphérique de la législation, en matière de cybersécurité, on a commencé à me demander de faire un suivi et des explications pour des entreprises. Et donc, je me suis formé techniquement. Donc, j'ai passé une certification ISO 27001, lead auditeur, qui a été un cauchemar pour le littéraire que je suis, mais ça me permettait, moi, de jauger mon niveau de compréhension et ma capacité à expliquer ces concepts qui, ensuite, sont intégrés dans les contrats, des annexes comme des plans d'assurance sécurité. Ça ne s'invente pas. On part de modèles qui sont établis, que ce soit la norme ISO, que ce soit le guide d'hygiène de l'ANSSI, les 42 mesures, et puis l'ensemble de toutes ces normes. Et donc, j'ai commencé à accepter des missions de RSSI legal. Donc je ne sais pas déployer un EDR, j'ai beaucoup de mal à lire un fichier log, mais par contre, je suis en mesure de conseiller mes clients en leur disant attention, vous êtes impacté par ci, voilà comment il faudrait faire, en mettant en place des plans d'action, des plans de formation et l'écriture des contrats qui vont derrière.
Merci Marc-Antoine Ledieu pour cette présentation et le parcours que vous avez pu avoir. Vous êtes passé donc d'avocat à responsable de la sécurité des systèmes d'information, un parcours qui est assez intéressant en tout cas à suivre. Pour commencer, j'aimerais vous interpeller sur une affaire judiciaire sur laquelle vous avez alerté, s'agissant d'un pentester ayant fait un peu trop bien son travail. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, je ne vais pas donner de nom, bien sûr, parce qu'en plus, c'est moi qui ai plaidé le dossier. Ça se passe en province, dans le sud-ouest de la France. Un service d'urgence, en clair, un service de pompiers départemental, a exposé sur le web, indexé par Google, hein, on trouve leur nom quand on cherche, on trouve, et on tombe sur une mire, login, password. Le pentester à qui on n'avait rien demandé, hein, qui a agi spontanément, à tort ou à raison, mais il a agi spontanément, fait admin, et il rentre dans le système d'information. Évidemment, ça a levé une alerte chez le pentesté, malgré lui, et eh bien, ça a été perquisition à 6h du matin, garde à vue, saisie complète de tout le matériel informatique du pentester, regarde à vue 3 mois après, et ce pentester est passé en jugement donc le 6 juin 2024 dernier. Et il a été condamné à 9 mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts. Mais alors, ce type de décision, est-ce que ce n'est pas une manière de punir les bons Samaritains, parce qu'on ne marche pas sur la tête? Alors, le tribunal, alors j'étais l'avocat de la défense, donc je ne vais pas me mettre à la place du tribunal, mais manifestement, le fait pour un pentester de s'attaquer à un service d'urgence, sans qu'on lui demande rien, c'était déjà une circonstance aggravante en soi. Parce qu'on ne s'attaque pas aux services d'urgence, comme si les malhonnêtes et les attaquants du monde entier n'allaient pas attaquer nos hôpitaux. Bon, c'est un raisonnement qui vaut ce qui vaut, mais manifestement, c'était une des motivations du tribunal. De là-dessus, de cette sorte de circonstance aggravante, qui n'est pas juridique, mais qui est presque philosophique, le tribunal a manifestement voulu montrer l'exemple, puisque la dernière jurisprudence qu'on avait, c'était l'affaire Bluetooth, de 2014, où Bluetooth était rentré dans un système d'information d'une agence nationale. Le système n'était pas protégé du tout, donc il n'y avait pas de porte d'entrée, enfin il n'y avait pas de serrure sur la porte d'entrée. Donc lui, il était rentré. Par contre, il avait téléchargé une grosse quantité de documents, il avait téléchargé près de 8 gigas de documents, qui étaient quand même tous estampillés confidentiels. Marc-Antoine, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une mire et un pentester? Alors, la mire, quand on rentre dans un système d'information, ce qu'on fait à peu près tous quand on arrive au bureau, c'est login, password. Donc c'est l'identité, entre guillemets, numérique, ou en tout cas ce qu'on appelle les credentials, les identifiants qui permettent à une personne de se connecter sur un poste de travail, que ce soit le sien ou un autre, mais qui permet à l'entreprise ou à l'administration de tracer de manière tout à fait légale et régulière l'ensemble des actions informatiques, numériques, menées par cette personne. Donc la mire, c'est ce qu'on appelle la mire, c'est les creds, les credentials, login, password. De là-dessus, quand un éditeur de logiciel ou un prestataire de service met en place un service web, il y a toujours des credentials qui sont demandés au départ, et par défaut, ces credentials, c'est toujours admin plus admin. Comme on achète une nouvelle ligne téléphonique, on a sa carte SIM, on a 0000. Et le premier réflexe qu'on a, normalement, quand on est normalement prudent, c'est de changer ce code. Or, ce service d'urgence n'avait jamais changé les credentials par défaut. Donc en fait, ce service d'urgence avait laissé une porte, avait mis une serrure sur la porte et avait laissé les clés sur la serrure. Donc le pentester n'avait pas à rentrer dans le système d'information puisqu'il n'y était pas autorisé à l'avance. Ça, c'est indéniable. Donc il avait outrepassé son autorisation légale, donc il enfreignait l'article 323.1 du Code pénal. C'était un accès, alors moi je plaidais que ce n'était pas frauduleux parce que les clés étaient restées sur la serrure. Quand on laisse les clés sur la serrure, est-ce que celui qui rentre commet un acte pénal? Donc j'expliquais qu'il avait commis une faute, mais que ce n'était pas un acte pénal. C'est une bonne question, Marc-Antoine. Dans le monde physique, si on rentre dans l'appartement de quelqu'un après qu'il ait laissé les clés sur la porte, est-ce que pénalement... j'ai été vérifié. Effectivement, la violation de domicile, c'est pénal quand il y a des manœuvres frauduleuses, de la tromperie, enfin il y a 3-4 critères. Or, si on laisse ses clés sur sa porte, ou si on laisse sa porte ouverte, il y a une violation de domicile qui est une faute civile, mais ça n'est plus un délit pénal. Et c'est ce que j'ai essayé de plaider au tribunal en disant oui, il y a manifestement une faute puisqu'il n'y a pas de consentement au départ, il n'y a pas d'autorisation. L'autorisation et le consentement à l'espèce sont les mêmes. Donc j'aurais dit voilà, il y a un service d'urgence qui expose tout son serveur de production, quand même. Enfin, je veux dire, toute sa production, c'est le pilotage des équipes, les interventions, les appels téléphoniques. Enfin, sans ce serveur de production, ce service d'urgence ne fonctionne plus, ne remplit plus sa mission de service public. Donc ce service d'urgence avait exposé les credentials admin
sur le web, ce qui en soi déjà n'est pas super prudent en termes d'hygiène numérique. Normalement, on évite de le faire. Bon, voilà, apparemment, ils n'étaient pas très doués, c'était comme ça. Et ils avaient laissé la clé sur la serrure. Donc j'ai essayé d'expliquer au tribunal que oui, il y avait une erreur, il y avait une faute civile, mais que ça n'était pas un accès frauduleux. Visiblement, je n'ai pas convaincu. Est-ce que vous pouvez rappeler la peine qui en a encouru? Alors, la peine encourue pour un accès ou un maintien frauduleux, en frauduleux, c'est des manœuvres frauduleuses, c'est l'intention de nuire, c'est la volonté de contourner la loi. Enfin, on voit qu'il y a une vraie volonté de faire mal. Voilà, c'est de la fraude, au sens où on le comprend tous. Je veux dire, une fraude, c'est de la truande. Je crois qu'à un moment, c'est pas la peine de se réfugier derrière les textes. Un accès frauduleux, on a eu un changement du code pénal début 2023, c'est 3 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Dans le cas que vous avez plaidé, est-ce que vous jugez la sanction trop sévère? Alors, le problème, c'est que moi, j'ai plaidé en droit, en essayant d'expliquer que donc il y avait une faute civile, mais pas une faute pénale, donc ça aurait dû amener à la relaxe, pure et simple du pentester. Et il se trouve que le dossier a été pollué par un certain nombre d'éléments, de contexte. Alors, le juge ne juge pas qu'en droit, il juge aussi en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Et il y avait une circonstance assez manifestement aggravante quand même pour le tribunal, c'est que le pentester qui avait déclaré pendant ses auditions en garde à vue qu'il était un hacker éthique et un white hat, je cite, en fait il était déjà pentester professionnel. Donc pour le tribunal, je ne commenterai pas ça, pour le tribunal, quelqu'un dont c'est le métier, qui fait un pentest en disant je le fais pour le bien de la communauté, mais qui est un pentester professionnel, ça ne fait pas sérieux. Et la grosse erreur qui a beaucoup énervé le tribunal, puisqu'ils sont rentrés en voie de condamnation, donc énervé bien le minimum, c'est qu'en fait, il n'a pas prévenu derrière. Donc en fait, il a tenté de rentrer, parce qu'il est rentré, admin, il est rentré. Apparemment, après, comme il n'avait pas de privilèges particuliers, il est resté bloqué dans le sas, entre guillemets, du système d'information. Il a à peu près rien fait, il n'a pas téléchargé, il n'a pas endommagé le système d'information, il n'a pas entravé le fonctionnement. Vraiment, là, c'était reconnu dans le dossier, donc il n'avait rien fait. Mais une fois qu'il s'est arrêté, il n'a jamais prévenu personne. Marc-Antoine Ledieu, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les juges, notamment qui traitent ce type d'affaires, sont assez sensibilisés aux enjeux de la cybersécurité pour aussi faire la différence entre ce qu'on appelle un white hat et un black hat? Typiquement, dans ce cadre-là, on parle d'un pentester professionnel. Je vais le dire de manière brutale, mais je le pense vraiment comme ça, nos juges ne sont pas formés pour juger ce type d'affaires. D'abord, on était en province, alors j'en veux pas du tout à la province, c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on est intelligent, donc qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, mais on était dans une juridiction, on était dans une préfecture à 80 km de Toulouse, dans un département qui est rural et viticole. Et les affaires qui étaient plaidées avant moi et après moi, c'était du harcèlement moral, un accident de la route de quelqu'un qui était alcoolisé. Oui. Et au milieu, il y avait un 323.1, 323.2 et 323.3 du code pénal, avec un dossier qui était épais comme ça. Et les juges, objectivement, n'y comprennent rien. Et le problème, c'est que par contre, le white hat s'en est pris un service d'urgence. Et ça, pour le juge, c'était déjà un motif de condamnation en soi. D'accord. Alors, l'année dernière, le CEO de Tenable a interpellé publiquement Microsoft en indiquant que niveau cybersécurité, c'était pire que ce que l'on pense. La firme avait en effet pris plus de 90 jours pour patcher une vulnérabilité critique dans son cloud. Est-ce que les éditeurs sont-ils souvent lents à la détente pour patcher des vulnérabilités critiques et pourquoi? L'exemple de Microsoft, je trouve que c'est un mauvais exemple parce qu'un logiciel Microsoft, ce sont des millions de lignes de code. Okay, c'est un logiciel ce sont des séries de logiciels, que ce soit les serveurs ou les applications qu'on utilise tous, les Word et les Excel. Devant ces millions de codes, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. Ça n'est pas possible matériellement. D'abord, aucun de ces logiciels, aucun de ces serveurs, aucun de ces systèmes d'information n'ont été pensés pour faire de la sécurité dès le départ. Ce qui est le drame d'ailleurs de toute l'industrie informatique. Je sais que j'ai un discours assez récurrent là-dessus, mais c'est un constat objectif. Il n'y a jamais eu de normes de sécurité. Donc au bout de 50 ans, on dit maintenant il faudrait faire de la sécurité. Bon, prenons l'exemple de Microsoft. Microsoft, ce sont des millions de lignes de code et on ne modifie pas en un claquement de doigts des millions de lignes de code. Je ne suis pas l'avocat de Microsoft, je ne défends pas Microsoft, mais à un moment, il faut aussi être réaliste. Quand on prend l'exemple de VLC, qui est un logiciel open source qui est téléchargé par des centaines de millions de personnes, qui est un player vidéo, qu'on peut installer sur Mac, sur PC, c'est 14 millions de lignes de code. Donc comment peut-on, en un claquement de doigts, corriger ces logiciels? Ça n'est matériellement pas possible. Voilà, ça, c'est un constat objectif. Maintenant, on sait,
et l'ANSSI d'ailleurs vient de se faire doter de pouvoirs particuliers là-dessus, on sait qu'il y a quand même des éditeurs qui, par paresse, par malhonnêteté, par incompétence, les 3 cas se rencontrent, ne patchent pas des vulnes parfois critiques dans leur logiciel ou dans leur service parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas Justement, le temps. c'était ma question. Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de fainéantise? Ça dépend. On va le prendre côté bancaire. Le drame aujourd'hui des banques et des assurances, c'est qu'ils font tourner des applications très centrales qui sont écrites en COBOL. Le COBOL est un langage de programmation qui est utilisé depuis les années 60, qui a été abandonné dans les années 80, et aujourd'hui on n'a plus de développeurs en COBOL. C'est un langage qui n'est plus utilisé. Or, la majorité des banques et des assurances ont leur cœur de système d'information qui tourne sur du COBOL, enfin des programmes rédigés en COBOL, des logiciels en COBOL, et on ne sait plus comment les patcher, les modifier, les faire évoluer. C'est ce qu'on appelle le legacy en langage technique, ou la dette technique, pour prendre l'expression française consacrée, et qu'on se retrouve devant des applications qui sont dans les cœurs du système d'information et qu'on ne retire pas par un claquement de doigts, et qu'on n'est pas forcément capable facilement, ou à pas cher, de redévelopper dans des langages un peu plus résistants comme le Rust. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que le Rust, mais tous mes camarades RSSI me disent que le Rust, c'est pas mal. Donc je dis le Rust. Voilà. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour redévelopper des pans entiers de systèmes d'information qui tournent depuis 60 ans? Très bien. Comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de recette miracle, et c'est un problème généralisé. Alors justement, la prochaine loi de programmation militaire et le Cyber Resilience Act européen prévoit justement une obligation pour les éditeurs de logiciels de dévoiler les vulnérabilités avant de les avoir patchées aux autorités de contrôle. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Alors, non seulement c'est une bonne idée, mais maintenant ça devient indispensable. Parce que dévoiler une vulnérabilité à une autorité de contrôle, ça ne veut pas dire que c'est public. Okay, et on peut penser raisonnablement qu'a priori, quand on informe l'ANSSI en France d'une vulnérabilité critique, l'ANSSI ne va pas aller le crier sur tous les toits. Ce serait contraire à leur intérêt et à leur mission. On va même mettre leur mission d'abord et leur intérêt derrière. Donc, le simple fait d'exiger, c'est la loi de programmation militaire qui est votée, puisqu'elle a été adoptée le 1er août 2023. Le décret vient de sortir le 10 mai 2024, et là, les arrêtés date du 25 juin 2024. Alors, donc, les arrêtés viennent de sortir. Justement, certains éditeurs ne partagent pas votre opinion, puisqu'ils ont peur et ils craignent notamment des fuites de données qui viendraient dévoiler ces vulnérabilités au grand public. Alors, faire procès à l'ANSSI d'avoir un système d'information mal sécurisé, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, surtout venant de la part d'éditeurs entreprises privées. Ils ne sont pas tous mauvais, mais enfin, il y en a quelques-uns, et pas que des Américains d'ailleurs, qui ferait mieux de commencer à s'intéresser à la sécurité sérieusement. Le problème de l'industrie du logiciel, c'est que le mode de développement, la création de tous ces logiciels, sauf peut-être 0,3% du marché, qui sont les exceptions, ça n'a jamais été développé de manière sécurisée. Okay. Donc tous les logiciels qu'on utilise, absolument tous, sont des gruyères à des degrés divers. Absolument tous. Maintenant, quand on informe une autorité de contrôle, comme l'ANSSI, qui est un service du Premier ministre, ce n'est pas une autorité administrative indépendante, c'est bien un service du Premier ministre qui dépend du SGDSN, l'ANSSI ne devrait pas se faire poutrer, pour prendre ce terme élégant, ne devrait pas se faire poutrer tout de suite. Ce n'est pas la même chose d'informer l'ANSSI qu'on a une vulnérabilité dans son logiciel ou dans son service que d'aller dénoncer à la CNIL une violation de données. Violation de données, on part du constat qu'il y a eu un trou dans la raquette, que des données ont fuité et on en informe l'autorité de contrôle. Ce qui ne sert pas toujours à grand-chose, mais la loi est ainsi faite. Enfin, le RGPD est ainsi fait en tout cas. Tandis que quand il s'agit d'informer l'ANSSI qu'on a une vulnérabilité qui n'a pas forcément été exploitée, c'est imposer de la transparence, pour moi, et ensuite ça permet à l'ANSSI, elle, d'exercer une forme de coercition sur cet éditeur ou ce prestataire en lui disant soit tu patches, soit je vais rendre public, car c'est ça le pouvoir de l'ANSSI. Justement, la question peut se poser finalement, est-ce qu'ils sont réfractaires à transmettre cette information parce que quelque part, ils auraient donc une obligation de patcher beaucoup plus rapidement ces vulnérabilités. Et je reprends donc le cas de Microsoft qui a mis donc 90 jours pour patcher sa vulnérabilité critique. Il est évident que spontanément, on n'a pas envie d'aller s'auto-dénoncer auprès d'une autorité
de contrôle, respectée, une autorité de contrôle, je veux dire spontanément. Si on n'a pas des sanctions imposées par la CNIL, on ne va pas aller dénoncer une violation de données à caractère personnel qu'on a subie. Personne n'a envie d'aller dire que nous avons été très mauvais, on vous le dit spontanément. Ça n'arrive jamais, hein, même dans les livres, c'est assez rare. Donc il faut prévoir un pouvoir de coercition. Ce pouvoir de coercition, donc la CNIL, c'est un pouvoir de coercition qui est pécuniaire notamment, l'ANSSI ne l'a pas. Même avec la loi Nice 2, le pouvoir de coercition pécuniaire va être transféré à une commission des sanctions, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Sur l'obligation d'informer l'ANSSI des vulnes auto-identifiés, le seul pouvoir qui a été donné à l'ANSSI, c'est un pouvoir d'injonction, patcher. Je vous mets en demeure de patcher, dans des délais raisonnables, hein, parce qu'on ne peut pas dire... Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ? Un délai raisonnable, quand on a 14 millions de lignes de code, ça va être plus long que quand on a une application qui fait 50 kilo-octets. Alors donc, est-ce que justement le délai qui va être donné va dépendre de la taille de l'entreprise, de l'éditeur ? Alors, effectivement, dans la LPM 2023 et dans le décret, il est dit un délai raisonnable, entre guillemets, qui va se négocier. Parce que l'ANSSI peut aller voir Microsoft en disant « vous avez 3 jours », ça ne marche pas comme ça en réalité. Et si on leur dit vous avez 3 mois, c'est pas raisonnable non plus. Donc il y a forcément une forme de dialogue qui s'installe quand c'est une vulne critique parce qu'on a embarqué. En fait, le problème il est moins le problème c'est moins la vulne dans le logiciel propriétaire que dans l'ensemble des bibliothèques open source qui sont embarquées aujourd'hui dans tous les logiciels propriétaires et dans tous les services web ou les services SaaS, PaaS, IaaS. En fait, les développeurs, depuis des années, ont pris cette mauvaise habitude de mettre plein de bibliothèques open source, Log4j en étant un exemple tout à fait frappant. Voilà. Et dans le doute, on en met plutôt trop que pas assez. Donc ce problème, c'est que les développeurs, par inconscience, par confort, par facilité, vont truffer leurs applications d'appel à des bibliothèques open source qui, elles, ne sont pas maintenues, sont vulnérables, mais une fois qu'elles sont installées dans le logiciel ou dans le service, même lorsqu'elles sont inactives, elles peuvent être exploitées par quelqu'un qui sait faire, évidemment, quelqu'un de plus technique que moi, elles peuvent être exploitées de manière à rendre l'ensemble du service vulnérable. Alors, on a 2 exemples récents. On a l'affaire Log4j, je crois qu'on est en 2021, donc c'est quand même pas il y a 100 ans. Log4j, c'était une bibliothèque open source maintenue par 2 personnes dans le monde, distribuée à des centaines de milliers d'exemplaires. En fait, on l'a retrouvée partout. Et à un moment, on a identifié une vulnérabilité critique, 10 sur 10, pour prendre le classement en CVSS traditionnel, donc 10 sur 10, c'est une catastrophe. Je veux dire, on rentre, on se latéralise, on élève ses privilèges et on a le contrôle total sur le système d'information. Et on a découvert, à cette occasion-là, j'avais participé à un podcast à l'époque, on avait découvert qu'en fait, cette bibliothèque était installée absolument partout, même de manière inactive, elle pouvait être exploitée pour mal agir sur l'ensemble des systèmes d'information qui étaient infectés, entre guillemets, sauf c'était pas infecté nativement, mais une fois qu'on avait le mode d'emploi, il suffisait d'identifier. Et apparemment, les éditeurs ou les prestataires qui avaient embarqué cette bibliothèque Log4j avaient eux-mêmes du mal à identifier les endroits où eux avaient installé ces bibliothèques ou ces appels potentiels à cette bibliothèque open source. Donc ça, c'était Log4j. Et puis on a eu un deuxième exemple, là, tout récent, au mois d'avril-mai 2024, qui est la vulnérabilité XZ. Alors là, l'histoire est rocambolesque. En fait, donc c'était c'est une librairie open source, hein, donc pareil, soutenue, patchée, corrigée, modifiée par 3 à 4 personnes dans le monde, qui était déployée de manière massive, notamment dans tous les services SSH, donc voilà, qui sont utilisés de manière extrêmement répandue. Et on a découvert que c'est une opération qui a eu lieu sur 2-3 ans, qu'en fait, des attaquants avaient réussi à convaincre les développeurs d'origine, donc tous bénévoles, hein, puisqu'on est dans l'open source, d'abandonner cette bibliothèque pour qu'eux en prennent le contrôle. Et ont commencé à introduire très subrepticement ce qui ressemblait à des backdoors. Et au moment où on était à la V0,999, je vais le caricaturer, c'est-à-dire juste au moment où il suffisait d'appuyer sur le bouton pour que cette nouvelle version de la librairie XZ passe en prod, là, quelqu'un a découvert, c'était d'ailleurs un développeur de Microsoft, un ingénieur de chez Microsoft, il utilise cette nouvelle version qui n'était pas encore en production finale, et il s'étonne que cette application, tout d'un coup, tourne en 800 millisecondes au lieu de 300 millisecondes. Donc, millisecondes, on est vraiment dans un calcul où nous, humains, on ne peut pas gérer ça. Et il découvre ça, et c'est à cette occasion qu'on a découvert cette vulnérabilité sur la version pré-prod, enfin pré-finale,
Mais vraiment, elle était pratiquement terminée. Et là, l'alerte a été donnée. Et puis tout d'un coup, tout le monde a investigué. Et on a découvert que cette bibliothèque, qui était pareil, répandue dans le monde entier, était à la limite, au bord de se faire, de se faire contaminer avec une porte dérobée qui aurait donné accès à celui qui savait. D'accord. Or, qui peut mieux savoir où est la porte dérobée, la backdoor, que celui qui l'a introduite? Et une fois que le logiciel est répandu partout, c'est l'affaire SolarWinds qui nous l'a démontré aussi, une fois que la backdoor est installée et que le logiciel est distribué via des mises à jour, tout le monde y a accès, surtout ceux qui savent. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Alors, parlons de NIS 2. Rappelez-nous à quoi est supposée servir cette réglementation. Alors NIS 2, en fait, on peut repartir de la LPM en France, donc la loi de programmation militaire, où l'État organise par secteur d'activité et dit vous et vous, l'eau, le spatial, l'alimentaire, le transport de l'énergie, le transport tout court, vous êtes critique pour le fonctionnement de notre société française, LPM, loi de programmation militaire. Vous êtes critique, on vous oblige à faire de la sécurité de force pour vos systèmes d'information qui permettent de piloter l'ouverture de la vanne du barrage, le transfert de l'électricité, que nos trains roulent, donc la sécurité des infrastructures numériques. Donc ça, c'était France, de vote en 2013. Et puis l'Union européenne a fini par voir, et on le voit aujourd'hui avec le contexte économique, le contexte géopolitique, que nos infrastructures, nous, Européens, sont extrêmement vulnérables. Ce sont les mêmes secteurs, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est le transport, c'est l'énergie. L'Union européenne s'énerve après une première directive qui avait servi à pas grand-chose, Nice 1, 2016. Justement. On prend Nice 2. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Oui, il y a une réelle différence parce qu'on va passer, on va prendre l'exemple de la France, de 300 à 500 entités Nice 1 à 10 à 30 000 entités Nice 2, plus tous les prestataires, ce qui représente un véritable bouleversement dans l'écosystème, puisqu'on va dire, si vous êtes entité régulée, vous allez être cœur SI, ce qu'on appelle le SIR maintenant, système d'information régulé. Donc c'est la partie qui permet de faire fonctionner la mission essentielle de l'entreprise régulée. Si toi, entité régulée, on t'impose des obligations de sécurité assez sévères, si tu as un prestataire qui intervient sur ton cœur système d'information régulé, sur ton cœur SIR, il va falloir que tu imposes à ton prestataire les mêmes règles de sécurité. Sinon, on ne va plus attaquer le château fort qui s'est protégé, on va attaquer celui qui a le droit de rentrer dans le château fort, le prestataire. Et c'est le problème des supply chain attacks. Donc, ce que vous dites, Marc-Antoine Ledieu, c'est que la grande différence entre Nice 1 et Nice 2, ça va être surtout sur le nombre d'entreprises que cela va toucher? Ou est-ce qu'il y a d'autres différences? Nice 1, ça a été un échec parce que c'était une directive. Je vais vous donner un exemple très concret. La Finlande, 5,5 millions d'habitants, ils avaient identifié 11 000 opérateurs de services essentiels. En fait, ils avaient mis tout le secteur de la santé. Nous, en France, on est 67 millions. On en avait trouvé 125. Donc, les écarts d'application de cette directive Nice 1 étaient tels qu'à un moment, l'Union européenne a produit un rapport tout à fait officiel, qui est public, que moi j'ai été lire en 2019. Ils ont dit, ça va pas du tout. La directive n'était pas assez détaillée. Donc, on change de braquet, on prend une nouvelle directive, réécrite, et là, on va rentrer dans un niveau de détail tout à fait stupéfiant, et on va passer de 30-40 pages à 180 pages, plus avec les considérants et tout le tremblement, et on va laisser ensuite latitude aux États membres, c'est une directive transposition, qui va être compliquée en France puisqu'on n'a plus de Parlement en ce moment, donc on va prendre un peu de retard, mais on va laisser ensuite aux autorités nationales, qui sont techniquement compétentes, le soin de détailler très précisément les mesures de sécurité très lourdes pour les entités essentielles, qui vont représenter 5-10% des entités régulées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de l'ANSSI, Vincent Strubel, qui l'a déclaré publiquement. Et puis 90% du reste des entités régulées, les entités dites importantes, on va leur faire un régime un peu light. Enfin, le régime un peu light, comparé au niveau de sécurité moyen de ces entités sur lesquelles ça va tomber et de leurs prestataires, ça va déjà être un vrai tremblement de terre et ça va être très long à rentrer en vigueur parce qu'il y a une résistance par méconnaissance, paresse, incompétence. Ça va être très très long à prendre. En mélangeant autant de secteurs différents et d'organisations différentes, est-ce qu'on ne mélange pas les choux et les carottes? Le législateur européen est-il déconnecté? Je crois que le législateur européen, il faut le remercier dans le domaine du numérique, il faut le remercier tous les jours.
parce que les États membres, à part la France qui avait pris cette législation LPM, dans le reste de l'Europe, c'était quand même pas terrible. Et pour moi, l'intérêt de cette directive, je ne suis pas à l'origine de la rédaction de la directive Nice 2, mais quand on veut le voir positif, c'est voilà, moi, Europe, je vous impose un socle commun et je vais laisser les autorités nationales faire. Et la manière dont c'est transposé, dont c'est organisé en France, c'est l'ANSSI qui est organisé comme ça, 18 secteurs d'activité, 18 référents ANSSI, un par secteur d'activité. Donc on va prendre le tronc commun qui est posé par la directive et on va déployer en l'adaptant de manière sectorielle. Parce qu'évidemment, le secteur de la santé n'a pas forcément les mêmes problématiques ou la même sensibilité dans la sécurisation de ces systèmes d'information que le secteur de l'automobile, le secteur du médicament ou le secteur du transport de l'énergie. Voilà. Donc ça a été organisé comme ça, c'est traditionnel en France. Voilà, l'ANSSI désigne un responsable par secteur d'activité et c'est ce responsable qui va porter la bonne parole ou qui va faire remonter l'appréciation de l'écosystème. Donc il peut y avoir des écarts entre les secteurs d'activité, mais globalement, quand vous avez un responsable de l'ANSSI au niveau national qui va porter son secteur d'activité, c'est un gage de mise en application pratique pour éviter justement de mélanger des choux et des carottes. Alors, avait-on réellement besoin d'un texte européen? J'entends par là, est-ce que les parlementaires nationaux ne suffisent pas? N'y a-t-il pas un risque de redondance et donc un manque de clarté? Alors, les parlements européens, manifestement, ne suivent pas. Notre niveau de sensibilité à la cybersécurité, nous les Européens, est extrêmement variable selon les pays. En Roumanie, en ce moment, je prends la Roumanie au hasard, en Roumanie, on a des préoccupations plus physiques, menaces, guerre et autres, qu'on peut l'avoir quand on est au Portugal, par exemple, où on est assez tranquille côté invasion russe. Ça, c'est pour caricaturer le propos. Non, on sait qu'il y a des pays qui sont plus matures en termes de cybersécurité. L'Allemagne est un pays qui a quand même fait le job assez correctement. Les États baltes, eux, étaient extrêmement avancés en termes de cyber, et de cybersécurité, de cyberprotection, voire de cyberoffensive d'ailleurs, à titre militaire notamment. Donc il y avait un tel écart entre les États membres qu'à un moment, il fallait cette uniformisation. Parce que quand on est une très grande entreprise et qu'on a son siège social en France ou en Allemagne, on a des filiales dans toute l'Europe. Alors, quand on est attaquant, on va attaquer le ventre mou. On va attaquer donc la petite filiale du petit pays. On n'est pas tous de la même taille, du petit pays qui est le plus faible. Et voilà, et la contamination remonte. C'est toujours ce problème de la supply chain, qu'elle soit interne à un groupe d'entreprises ou qu'elle vienne via des prestataires. Et c'est exactement ce qui s'était d'ailleurs passé en 2017 pour WannaCry, puisque c'était parti d'Ukraine, et puis c'était les filiales françaises, si on veut le voir sous notre prisme national, c'était les filiales françaises installés en Ukraine qui avaient remonté WannaCry au profit des sièges sociaux. C'est comme ça que Renault, je crois, a eu une usine quand même qui a été arrêtée à Flins pendant plus de 3 semaines. C'était parti d'Ukraine et ça s'était propagé dans le système. Donc si on ne conçoit pas la protection avec un minima pour tout le monde au niveau européen, ça ne marchera pas. Donc c'est comme ça que ça a été conçu. Alors j'entends ce que vous dites, mais à la lumière des disparités que vous avez mis en avant en termes de cybersécurité, est-ce qu'une cybersécurité européenne est réellement possible? Alors la sécurité, c'est jamais à 100%. Ça n'existe pas. Nous sommes tous faillibles et les logiciels ne sont jamais que le produit du travail humain. Même avec l'IA, ça restera du travail humain au final. Donc il y aura toujours des trous dans la raquette, toujours. Mais soit on prend conscience qu'il faut monter collectivement le niveau de sécurité et donc imposer des règles. Je veux dire, le double facteur d'authentification, qui est un truc quand même très basique. Le nombre d'entreprises en France qui n'utilisent toujours pas le double facteur d'authentification. Ce sont ça les règles de sécurité. Je veux dire, quand on prend la directive Nice 2 et on met à côté les règles d'hygiène de l'ANSSI qui datent de 2017 pour la V2, c'est pratiquement à 98% la même chose. Ce sont des règles de protection de base. Mais il y a des pays, visiblement, qui ne faisaient pas ça. Donc, allons-y, faisons progresser le niveau collectif de cybersécurité. Si on arrête 90% des attaques crapuleuses, les attaques étatiques, ça va être plus difficile, mais si on arrête 90% des attaques déjà crapuleuses ou des petits rigolos qui s'amusent à rentrer dans les systèmes d'information, on va déjà gagner énormément en sécurité. C'est déjà ça. Après, l'objectif de « nous sommes protégés à 100%, c'est illusoire, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, dans les contrats que moi je vois passer, les juristes demandent des garanties de sécurité. Une garantie, c'est une obligation de résultat. Donc s'il y a une faille, ça veut dire que celui qui n'a pas fait la sécurité va être coupable ou responsable. Ça n'est plus comme ça que ça marche. On doit démontrer
qu'on est à l'état de l'art, qu'on a fait ce qu'il fallait pour arrêter, mettons, 90% des ménages. Je veux dire, vous achetez une voiture, le vendeur de la voiture, le fabricant, ne vous garantira pas que vous ne ferez pas voler votre voiture. Maintenant, vous pouvez installer des systèmes d'alarme supplémentaires, vous pouvez être précautionneux, mais si vous achetez une voiture bas de gamme où il n'y a pas d'alarme et que vous laissez des clés sur la portière, on va vous la voler, c'est sûr. Parlons de Dora. Qu'est-ce que c'est et quel est l'esprit du texte? Alors, Dora, c'est NIS 2 réécrit du début à la fin. Des fois, que nous, les juristes, on s'ennuie. Et c'est un concept qui est encore plus abouti que NIS 2. C'est de dire, vous, banque, vous, assurance, vous, chambre de compensation, tous les fonds d'investissement, gestionnaires d'actifs, vous tous vous toutes, entreprises, qui gérez beaucoup d'argent. Si vous tombez, nos économies s'arrêtent. Nos économies étant notre vie en société. On n'a plus de distributeurs de billets, on ne peut plus payer en carte. On va plus aller au restaurant, on va plus acheter de voiture, on va s'arrêter. Donc c'est un secteur particulier qui est vraiment tout à fait critique. Donc pour des raisons que j'ignore, au lieu de faire une directive ou un règlement unique, on a fait un texte spécial d'application directe, c'est un règlement européen, d'application directe pour toute l'Union européenne. Bon, le concept derrière, j'allais dire presque philosophique, est de dire, bien, vous banque, vous assurance, chambre de compensation, vous entité financière, pour prendre le terme exact, je vous oblige à faire de la sécurité pour vos réseaux et vos systèmes d'information, surtout pour ce qu'on appelle les fonctions critiques ou importantes. Voilà, c'est-à-dire votre cœur business. Là, je vous impose des règles tout à fait drastiques, et pour aller au bout des choses, cette règle, ça s'appelle la redondance. Si votre serveur qui permet de gérer vos paiements, parce que vous êtes une banque, tombe, vous devez avoir un serveur qui redémarre dans un délai raisonnable, 2 heures, 4 heures, 8 heures, je ne sais pas. Ça dépend aussi de l'état de l'art, mais c'est ça. Et le concept derrière, donc on glisse dans Dora de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, on va glisser sur la sécurité de l'information. Et là, le raisonnement, il se comprend très bien. On peut recevoir ces relevés de compte, donc les logiciels fonctionnent puisqu'on reçoit ces relevés de compte numériques. Mais si les relevés de compte sont faux et qu'il manque et que la virgule a glissé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 100 € au lieu de 1000 ou 10 000 au lieu de 1000, là, je ne connais pas un particulier ni un professionnel qui râlera, sauf la banque. Donc là, on va toucher à la capacité des réseaux et des systèmes d'information à fonctionner, mais que l'information, la data, c'est ça le cœur du business de tout le secteur financier, c'est que la data soit exacte. Si je vais tirer 100 € au distributeur, il faut que mon compte soit débité de 100 €, ni plus ni moins. Donc le concept de Dora est de dire, vous allez sécuriser vos réseaux et vos systèmes d'information, et vous allez sécuriser la data au repos, en transfert, pendant qu'elle est envoyée d'un serveur à un autre, et en cours d'utilisation. Donc le concept NIS 2 mis dans Dora est encore plus abouti, et fait que ça devient très lourd à manipuler, et on va parler de chiffrement partout, de vérification, de tests, mais dans l'esprit, Dora n'est jamais qu'un aboutissement sectoriel un peu plus détaillé et un peu plus compliqué à lire que NIS 2. Mais c'est le même ordre d'idée. Alors pour la dernière question de cette interview, est-ce que les cabinets de conseil mangent-ils sur le périmètre des avocats en donnant des conseils de mise en conformité? Est-ce leur métier? Est-ce un risque juridique pour les entreprises? C'est pas tout à fait comme ça que je le verrai. Je ne pense pas beaucoup de bien des cabinets de conseil parce que je les vois faire n'importe quoi en ce moment, mais on va le tourner dans l'autre sens. Aujourd'hui, des entreprises, qu'elles soient NIS 2, Dora ou LPM 2023, sont confrontées quand même à une véritable inflation législative. Ça tombe comme à Gravelotte. On a le Cyber Resilience Act qui va arriver. On a l'IA qui est en train de nous être pondue. Il y a d'autres trucs qui arrivent de l'Union européenne, dont un qui est absolument sidérant, mais on en reparlera un autre jour. Bref, les entreprises ont ce besoin de se mettre en conformité. Enfin, d'abord, de faire le job. Parce que la conformité, c'est jamais que je vérifie le résultat. Donc d'abord, on fait, et ensuite, on vérifie la conformité de ce qui a été fait. On met les choses dans l'ordre. Les entreprises ont donc besoin de conseils, parce que les RSSI ne sont pas tous taillés pour aller lire des documents comme Dora qui font 200 pages, 180 pages. C'est quand même assez difficile à lire. Donc, il y a besoin de conseils. Donc, les cabinets d'avocats, je trouve, sont extrêmement défaillants parce qu'il faut rentrer dans ces textes. Ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances techniques en matière de numérique. Or, les juristes détestent la technique. Les gens qui sont RSSI disent « Ah, mais ça, c'est du droit, c'est pas moi ». Donc, en fait, il y a une sorte de... Tout le monde se refile la patate chaude, il ne se passe rien, et les cabinets de conseil, de manière assez justifiée, disent « Nous, on va vous aider ». La difficulté, c'est que les cabinets de conseil, quand on fait du conseil, on va pousser à la consommation en termes d'heures et de jours hommes et de tout ce qu'on veut.
que quand ils lisent DORA ou NIS2, ben, s'ils ne sont pas juristes, il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas très bien. Ils ne sont pas forcément pros sur les aspects extrêmement techniques, donc ils ne sont pas forcément performants. Il y en a qui font bien le job quand même. Et donc, ils arrivent en faisant des offres. Et quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de conseils, ben, vous allez faire un appel d'offres et vous allez voir les réponses. Alors, les réponses, c'est pour la même prestation. 20 000, 50 000, 150 000, 300 000. Comment faites-vous pour identifier le bon prestataire? C'est un véritable problème. Donc, je ne pense pas qu'il faille penser le problème aujourd'hui de cette course à la mise en conformité, parce que c'est quand même comme ça que ça tourne. Je pense que le problème, il n'est pas là, c'est qui peut répondre bien aux besoins légitimes des entreprises qui veulent faire le job, qui est bien taillé pour. Alors, une de mes réponses, c'est que quand on est une grande entreprise, on va acheter une marque. Donc, on va prendre un grand cabinet de conseil, parce que si le boulot est mal fait, on se retourne en responsabilité, ce qui n'arrive jamais. On se retourne en responsabilité sur la grande marque. Pas besoin de donner le nom des grands cabinets de conseil, tout le monde les connaît. Ils sont très actifs. Et on se dit, au moins, eux, ils pourront payer la mise en cause de la responsabilité. Et en fait, l'exemple qui est tout à fait étonnant, c'est le RGPD. Puisque quand on a eu le RGPD, donc voté en 2016, donc on était censé avoir 2 ans pour organiser sa mise en conformité, et puis la date fatidique tombe, 25 mai 2018, là ça a été la follow, c'était n'importe quoi, c'est à celui qui dirait la plus grande connerie qui aurait une médaille, c'était tout à fait étonnant. Donc les grandes entreprises sont parties massivement dans un mouvement de mise en œuvre du RGPD pour arriver à prouver leur conformité. Et 2022, on a vu arriver la deuxième vague, c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises, les petites, c'était pas mieux, qui avaient fait n'importe quoi parce que mal conseillés, par des cabinets de conseil ou par des cabinets d'avocats qui se sont dit, ça y est, la manne céleste est arrivée, mon chiffre d'affaires est garanti pour les années qui viennent, se sont retrouvés en fait avec des dispositifs ou des systèmes de mise en œuvre qui étaient nuls. Et donc, il y a eu une deuxième vague où, à un moment, j'ai eu l'exemple avec un de mes confrères, où on a repris un dossier d'une compagnie d'assurance. On a été obligé de tout refaire parce que ça avait été fait en dépit du bon sens, avec l'option ceinture et bretelles. J'en ai tellement que finalement, je n'ai plus le droit de rien faire. Donc, je m'auto-interdis de mettre en œuvre intelligemment un texte qui était quand même assez compliqué au départ. Donc, on va arriver à la même chose avec DORA, naturellement. On va arriver à la même chose avec NIS2. Je pense que ça va être encore pire, parce qu'on va s'adresser à tout un écosystème qui n'est pas mûr, ni sur le juridique, ni sur la mise en œuvre de la technique, qui a des grands effets d'annonce. Et puis quand nous, professionnels très spécialisés, on voit arriver de temps en temps où on nous raconte, moi, astreint au secret professionnel, on me raconte des trucs, de temps en temps, je tombe de ma chaise quand j'entends l'énormité de la bêtise de ce que font certains cabinets de conseil. Ça n'est pas tous, ne jetons pas l'opprobre sur une profession avec qui je travaille, parfois, mais enfin, il y a quand même de temps en temps, il faudrait qu'ils se retiennent. Eh bien, merci beaucoup Marc-Antoine Ledieu d'être venu sur notre émission L'Angle d'Attaque de Risk Intel Media. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez être retrouvés notamment sur LinkedIn pour suivre vos points de vue et vos idées concernant le droit numérique et la cybersécurité. Merci Yasmine.